Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'École du Futur, ravi de vous retrouver. Voici le programme du jour. On va commencer par notre focus. L'histoire a longtemps été confinée aux livres et aux salles de classe, mais elle vit aujourd'hui une véritable révolution numérique. Sur YouTube, sur Twitch et d'autres plateformes, une nouvelle génération de vulgarisateurs redonne vie à l'histoire et à ceux qui en ont marqué justement l'histoire avec un grand H. Parmi eux, un visage se distingue, il s'appelle Rivenzi et on découvre son portrait dans un instant. Et puis elle a une idée derrière la tech, Lisa de Bernard est avec nous aujourd'hui. Bonjour Lisa. Bonjour Philippine. Très contente de vous retrouver. Quel va être l'objet de votre chronique aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler des livraisons par drone d'Amazon. On voit ça dans un instant. Et puis c'est notre grand sujet du jour et notre question notamment. Pourquoi les violences, qu'elles soient sexistes, sexuelles ou encore conjugales, restent-elles si fréquentes, et notamment chez les jeunes? Et puis surtout, comment mieux protéger, sensibiliser et accompagner les victimes? Vous l'aurez compris, la lutte contre ces violences est au cœur de cette émission aujourd'hui avec un focus particulier sur la jeunesse. Et justement, pour nous en parler, on reçoit Vigdis Maurice Herrera. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes la fondatrice d'Opalcare. Vous allez nous en parler justement dans un instant, juste après le focus. D'abord, avec autant d'humour que de sérieux, il représente une nouvelle génération de vulgarisateurs historiques. Sur Twitch et YouTube, ce jeune breton partage sa passion au plus grand nombre à travers des documentaires que vous allez voir captivants. Et du haut de ses 29 ans, Rivenzi nous emmène justement sur les pas de ceux qui ont marqué l'histoire avec un grand H. On découvre son portrait aujourd'hui avec Dylan Kohler. Dans l'univers foisonnant de la vulgarisation historique, Rivenzi a son mot à dire. Ce breton de 29 ans s'est donné pour mission de partager l'histoire avec un grand H, captivant des milliers de spectateurs sur Twitch et YouTube. De son vrai nom Théo Runbo, il fait de sa passion un véritable métier. Armé d'un humour bien trempé et d'une rigueur d'historien, il plonge son audience dans les méandres du passé. Son terrain de jeu favori? Les jeux vidéo historiques qu'il utilise comme port d'entrée vers des récits captivants. Depuis plus d'un an, une grande partie de son travail est consacrée à la réalisation de documentaires historiques, accompagné du regard expert de spécialistes universitaires. Un parcours admirable pour le jeune étudiant en histoire et histoire de l'art qu'il était il y a encore quelques années. Aujourd'hui, je me suis levé tôt, très tôt, pour aller sur l'un des lieux historiques les plus connus au monde, pour suivre le destin de ceux qui se sont échoués ici. Bienvenue en Normandie. Ici, il y a 79 ans jour pour jour, 34 000 soldats américains débarquèrent à partir de 6h30 du matin et donnèrent le coup d'envoi du débarquement amphibie le plus ambitieux de l'histoire. Répartis sur 5 plages entre la Manche et le Calvados. 5 plages, dont une restera tristement célèbre. Sur Twitch, Rivenzi rassemble une communauté fidèle, avide de connaissances et de divertissement. Mais c'est sur YouTube qu'il fait vraiment exploser les compteurs. Son documentaire sur la bataille de la Somme a d'ailleurs conquis des centaines de milliers de spectateurs en seulement quelques heures. Qui aurait cru qu'un jeune breton passerait de guide touristique à la pointe du Raz à guide historique sur le web? Certainement pas Rivenzi lui-même. Ce dernier avoue même avoir découvert Twitch presque par hasard. Aujourd'hui, il jongle entre ses streams, ses vidéos YouTube et même quelques apparitions télé. Mais bien qu'il excelle dans la vulgarisation historique, il ne s'y cantonne pas pour autant. Jeux vidéo, cuisine, sport, son contenu est aussi varié que passionnant. Rivenzi incarne ces passeurs d'histoire nouvelle génération, parvenant à combiner avec brio la rigueur académique et les différents codes du web. Alors, si vous êtes prêt à remonter le temps pour en apprendre toujours plus sur les mystères de notre passé, vous avez trouvé l'homme qu'il vous faut. Allez, autre chose. Maintenant, on le sait, les violences sexistes, sexuelles et conjugales laissent toujours, bien sûr, des cicatrices. Mais ce que l'on sait moins, c'est que ces violences touchent aussi les plus jeunes. Alors, comment détecter ces situations? En parler aussi, bien sûr. Et puis, offrir un soutien concret aux victimes. Alors que le gouvernement français vient d'annoncer la possibilité de porter plainte directement à l'hôpital. Nous ferons le point, justement, sur ce qui fonctionne aujourd'hui, ce qui manque et ce que chacun d'entre nous peut faire pour changer les choses. On en parle tout de suite, justement, dans la première partie du talk. Et aujourd'hui, à nos côtés pour en parler, en plateau aujourd'hui, Vigdis Maurice Herrera. Je suis ravie de vous avoir. Je rappelle que vous êtes la fondatrice d'Opalcare. Ce sujet-là, des violences sexistes, conjugales, sexuelles, vous le connaissez par cœur parce que c'est notamment votre expertise, ce dont vous avez fait votre métier, notamment via Opalcare. Est-ce que vous voulez bien nous présenter ce que vous faites justement en quelques mots ?
Bien sûr. Alors OpalCare, c'est une plateforme en ligne qui va permettre de faire de la prévention, mais cela à travers un diagnostic en fait. On va venir éplucher à travers 200 questions, ça prend 15-20 minutes, un petit peu toute la relation d'une personne en posant des questions qui peuvent paraître anodines, voire plus pointues. Et à partir de là, on va pouvoir poser un diagnostic sur les violences que subirait cette personne selon les différents types, qu'elles soient psychologiques, sexuelles, physiques, administratives, économiques, vicariantes, donc qui concernent les enfants, ou les cyberviolences. Donc nous, on va venir faire un panel de tout ça, on va expliquer ce que sont ces violences et on va venir guider à travers ça les victimes pour leur donner les moyens de s'en sortir le plus rapidement possible et comprendre que ce qu'elles vivent n'est pas normal. C'est ce qu'elles viennent chercher en tout cas sur votre plateforme, effectivement, un accompagnement. Et déjà, peut-être, la première question qu'elles se posent, c'est est-ce que ce dont je suis victime, c'est vraiment une violence? Est-ce qu'il y a c'est pas un déni, mais en tout cas un tabou, quelque chose dont elles ont parfois du mal à se rendre compte? Alors, en effet, en première intention, les personnes viennent chercher ça. Tout simplement parce que on parle beaucoup, quand on parle de violence conjugale, on va parler de femmes battues. Bon, si je ne suis pas battue, si je ne suis pas recouverte de cocarde, tout va bien pour moi en fait. Sauf que c'est beaucoup plus insidieux que ça. Et le tabou qui va être autour de toutes ces autres formes de violence empêche aux victimes de s'identifier et de se comprendre victime. Donc nous, on va venir poser la première pierre. Et ce que j'aime à dire, c'est que grâce à Opal, je vais donner à d'autres l'immédiateté de la réponse que moi, j'ai longtemps cherchée. Tu n'es pas folle. Il n'a pas le droit. Parce que c'est vraiment de ça dont il s'agit quand on vit sous le joug d'un agresseur et que les violences sont notre norme, la norme qu'il nous impose, et à chaque fois qu'on vient remettre en cause cette norme, c'est notre santé mentale qui est attaquée, et non pas l'inverse. Et du coup, c'est très très difficile de se situer là-dedans. Donc nous, on va donner ces réponses-là, parce que quand on vient chercher les réponses, on en a besoin tout de suite. Donc ça passe effectivement sur cette plateforme en ligne que vous avez créée. Ce qu'on sait moins, c'est que ces formes de violences justement sexistes et sexuelles, elles touchent et elles sont très fréquentes aussi chez les jeunes. C'est un point qui vous tient à cœur aussi. Oui, les violences sexistes et sexuelles et les violences au sein du couple, elles touchent beaucoup les jeunes. Alors souvent, il y a des gens qui n'aiment pas qu'on parle de couple quand on parle de mineurs, mais à partir du moment où on a une relation amoureuse avec quelqu'un qui a un rapport de domination, eh bien c'est là que tout se joue. C'est à ce moment-là, c'est dès les premières relations que tout se joue. Donc le questionnaire Opal, par exemple, il va être adaptatif. Donc les mineurs, on ne va pas leur poser les mêmes questions que les adultes. Il y a des questions qui ne vont pas les concerner, on ne va pas aller là-dessus. Et la manière de formuler les réponses et les questions également. Mais l'important, c'est que dès 12 ans, quand on commence à avoir ces premières relations amoureuses, s'il y a des choses qui nous mettent mal à l'aise, si on ne se sent pas très bien, c'est pas un signal que ça va en fait. L'amour, c'est censé donner des ailes, c'est censé te rendre heureux, pas l'inverse. Donc nous, dès 12 ans, on va permettre aux jeunes de trouver les réponses là-dessus et on va rappeler le message qui est important, c'est parlez-en à un adulte, parlez-en à l'infirmière scolaire, parlez-en à un prof en qui vous avez confiance, mais restez pas seul avec tout ça, il n'y a pas à avoir honte, quoi. Vous intervenez d'ailleurs dans les écoles, les collèges, les lycées? Alors, à l'heure actuelle, non, mais je commence à avoir des demandes pour le faire, en effet. J'imagine qu'effectivement, il n'y a jamais assez de sensibilisation, en tout cas sur ces sujets, et notamment dans le domaine scolaire. Les violences sexuelles et sexistes, ça concerne près d'un quart des jeunes femmes, 26%, qui a subi au moins un type de violence sexuelle et sexiste, selon un baromètre d'OpinionWay effectué pour l'ONG Plan International France. Ça, c'est quand même un chiffre qui fait sacrément froid dans le dos. Ça fait froid dans le dos et ça montre l'ampleur de la tâche. Ouais. Et moi, c'est vraiment, avec mon outil, je veux m'adresser à tout le monde, toutes les oubliées, parce que on va vraiment avoir tendance à s'attarder sur tout ce qui va être de l'ordre du physique et de l'ordre du visible. Mais quelqu'un qui vit des violences psychologiques, quelqu'un qui au sein de son foyer va vivre des violences sexuelles, ça ne va pas se voir sur son visage. Ça va prendre du temps avant que les séquelles psychologiques viennent se mettre en place. Mais sauf que plus on intervient tôt, on intervient tôt et on dit non, ça, ce n'est pas normal, eh bien, on va s'épargner tout le reste, en fait. Tout ce qui peut se construire derrière et qui peut être délétère pour la personne. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu un message d'une femme qui m'a dit j'ai trouvé votre test sur LinkedIn, je vous remercie, vous m'avez empêché de revenir avec mon conjoint violent. Eh bien, rien que ça, c'est hyper important. Elle ne va pas avoir besoin, cette femme, de tout le reste de la prise en charge des victimes, que ce soit porter plainte, avoir besoin de soins de santé, etc. Elle va juste avoir coupé les choses avant qu'elles dégénèrent.
Et rien que pour ça, la prévention, elle est essentielle. Bien sûr. Lisa, je vois que vous vouliez réagir. Oui. Ce qui m'interpelle aussi, c'est qu'on parle régulièrement des violences faites aux femmes, etc. Puisque vous sensibilisez un jeune public, est-ce que potentiellement c'est aussi ouvert aux jeunes adolescents et non pas adolescentes qui rencontreraient ce type de problème? Est-ce qu'en allant sur la plateforme, ils peuvent aussi avoir le soutien nécessaire, le suivi Bien sûr. Sur la plateforme, on va, dès les premières questions, demander l'âge, la tranche d'âge en tout cas, si on est un homme ou une femme, et si on est en couple avec un homme et une femme, ou une femme. Parce que selon la typologie de couple, on ne va pas avoir besoin des mêmes ressources, on ne va pas pouvoir s'adresser aux mêmes personnes, selon le type de violence, pareil. Donc nous, on va faire ce tri en fait avec les réponses qu'on va donner aux personnes, on va trier les assos, on va trier les ressources, les aides qui existent, parce que c'est bien gentil de dire, mais voyons, il y a plein d'assos, appelle tel asso, tu vas voir, et de laisser la victime avec la charge mentale de faire ça, de chercher les contacts et de faire des allers-retours parce qu'elle n'aura pas de réponse directe. Bref, nous on fait le tri de l'information et on va pas donner une liste d'assos, on va dire celle-ci elle te correspond à toi, à ton profil. Donc par exemple, une personne homosexuelle, on ne va pas la diriger vers les mêmes associations que pour des femmes qui ont des enfants, etc. Parce que le rôle est différent. Vous parlez des associations. La lutte contre les violences faites aux femmes était la grande cause du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, le président de la République. Mais force est de constater qu'on a l'impression quand même de découvrir tout juste l'ampleur du problème. C'est un sujet quasi quotidien dans les médias. Pourtant, ça fait des années qu'on en parle. Preuve en est, c'est la grande cause d'un quinquennat. Est-ce que vous partagez cet avis? Est-ce qu'il reste encore tout à faire quelque part sur ce sujet? Moi, j'ai tendance à dire qu'il reste un peu tout à faire. Ouais. Ne serait-ce que... je vais vous donner des statistiques. Nous, on ne collecte ni mail, ni données, ni IP, ni aucune information personnelle. Par contre, les réponses des gens nous intéressent parce qu'elles vont nous servir à interpeller les gouvernements à sortir des statistiques. Et en 2023, donc, au niveau des plaintes, il y a eu 4% de plaintes pour des violences sexuelles dans le couple. 4%. En France. En France. 4% des 271 000 plaintes concernaient des faits de violence sexuelle. D'accord. Moi, par rapport aux personnes qui répondent, je suis à 60% des personnes qui répondent au questionnaire qui sont victimes de violences sexuelles au sein de leur couple. Et c'est quasiment autant que les violences physiques qui représentent 60% des plaintes déposées en France dans les commissariats pour des violences conjugales. Donc il y a énormément de tabous autour de ces choses-là, il y a énormément de déni aussi, surtout sur ce que sont... Les violences, c'est ce qu'on a le droit de faire dans un couple aussi. On le voit bien avec le procès Mazan. Et du coup, nous, on vient remettre un peu les pendules à l'heure. Par exemple, sur Opal, on va poser 5 questions. On va demander, est-ce que ton conjoint utilise la force physique pour t'imposer un rapport sexuel? Est-ce qu'il insiste? Est-ce qu'il te menace? Est-ce qu'il te fait du chantage? Ou bien est-ce qu'il t'impose des pratiques que tu ne souhaites pas essayer? Première question. Sur la force physique, on a 14% des personnes, c'est déjà beaucoup, qui répondent oui. Sur l'insistance, on en est à 55% des personnes qui répondent oui. Et toutes les autres questions, on aussi entre 30 et 40. Mais tout ça, ça rentre dans le spectre du viol conjugal. Et quand on dit ces choses-là, quand on dit publiquement ces choses-là, il y a beaucoup de retours de bâton et beaucoup de personnes qui disent oui, mais non, mais moi non. Et on se heurte vraiment à cet aspect psychologique autour de ce qu'on a le droit de faire ou non dans le couple. Sauf que la société, elle évolue dans le bon sens, mais ça prend du temps. Donc il y a peut-être un sujet d'éducation aussi. Il y a un grave sujet d'éducation. Ouais, bon, ce que je vous propose en tout cas, Vigdis, c'est de continuer à en parler dans un instant. D'abord, on va faire un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau.
Et on est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invité aujourd'hui en plateau, Vigdis Maurice Herrera. On va continuer à parler de vos actions et puis bien sûr de l'éducation sexuelle dans un instant. D'abord, on va laisser place à la chronique de Lisa de Bernard qui a une idée derrière la tech. Lisa, aujourd'hui vous vous tournez vers l'Europe et plus particulièrement vers notre voisine, l'Italie, à San Salvo, dans la région des Abruzzes. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais en tout cas ça a l'air magnifique, dans le centre du pays, où Amazon a commencé ses tests de livraison par drone avec un vol d'essai réussi au début du mois. Et oui, effectivement, Amazon progresse sur la livraison par drone. Après des essais, eux aussi réussis aux États-Unis et au Royaume-Uni, l'entreprise va maintenant s'installer sur le marché européen. Objectif de ce service baptisé Prime Air, prendre en charge des colis légers avec à la clé un gain de temps puisque les colis doivent être livrés sous 30 à 60 minutes directement au domicile des clients. Et concernant l'Italie spécifiquement, qui est le premier pays européen à bénéficier de ce service, il faut savoir que ces tests font partie de leurs efforts pour lancer le service officiellement dès le début de l'année 2025, le tout en collaboration bien entendu avec les autorités italiennes pour garantir la sécurité et le respect des régulations locales. Alors vous me connaissez Lisa, je suis curieuse, je crois qu'on est tous curieux en tout cas sur ce plateau. Comment fonctionnent concrètement ces drones de livraison? Eh bien, ils s'appuient sur des systèmes de navigation autonome et utilisent des capteurs, des caméras et bien évidemment de l'intelligence artificielle pour identifier les obstacles et livrer le colis à l'endroit précis demandé, souvent dans un jardin ou une zone dégagée. Chaque drone est capable de transporter des colis pesant jusqu'à 2,2 kg, ce qui couvre quand même une grande partie des commandes d'Amazon. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, cette méthode exclut quand même les colis les plus fragiles puisque le drone ne se pose pas en fait au moment de la livraison. Il reste en vol stationnaire, question de gain de temps et surtout pour limiter les risques d'un atterrissage raté. Ils sont donc largués, comme je le disais, les colis en vol stationnaire. Même si l'altitude reste très basse, on ne prendra pas le risque de se faire livrer de la vaisselle, un appareil photo ou un smartphone. Non, c'est clair, on va éviter effectivement. Alors, qu'est-ce qui motive cette expansion en Europe? Eh bien, il y a deux raisons principales. La première, c'est les délais de livraison dans les zones un petit peu difficiles d'accès. Avec les drones, Amazon peut atteindre les zones rurales ou mal desservies par les infrastructures traditionnelles. Et puis la seconde raison principale, c'est la transition écologique, puisqu'en utilisant des drones électriques, l'entreprise réduit son empreinte carbone par rapport aux livraisons effectuées par van ou par camion. Justement, est-ce qu'il y a des zones où ce service pourrait être lancé en priorité? Oui, justement, comme je le disais, Amazon pourrait commencer par des zones périurbaines, voire des zones rurales, où la densité de population est plus faible et les restrictions réglementaires moins contraignantes. Pour ce qui concerne les États-Unis, c'est bien ce qui a été démontré, ce sont ces régions qui sont idéales pour tester les drones dans les conditions réelles. Alors Lisa, on a déjà évoqué les colis fragiles, mais quelles sont les autres limites éventuelles ou les défis pour ce projet? Eh bien, ils sont nombreux, mais on va se concentrer sur 3 défis particuliers. Déjà, il y a la réglementation. Les lois européennes sur l'usage des drones sont assez strictes, notamment en matière de sécurité et de respect de la vie privée, ce qui devrait compliquer leur déploiement à grande échelle. Il y a ensuite la fiabilité technique, qui là ne concerne pas que l'Europe, puisque les drones doivent faire face à des conditions météorologiques variées, comme la pluie, le vent ou le brouillard, et forcément ça complique les choses. Et puis il y a l'acceptation sociale, bien entendu. Beaucoup s'inquiètent des nuisances sonores que pourraient occasionner les drones. Et puis il y a aussi les risques d'accidents ou encore des implications pour l'emploi
d'emploi dans le secteur de la logistique. Effectivement, défi qu'on peut tout à fait comprendre. Dernière question pour la route, Lisa, par rapport à la concurrence. Est-ce qu'Amazon est le seul sur ce marché? Non, pas du tout. Il y a d'autres entreprises comme Alphabet, avec son service Wing, qui travaillent aussi sur des projets similaires. Et en Europe, on a également des startups locales qui expérimentent des solutions adaptées aux spécificités du continent. Et on va suivre avec tout ça au cours des prochaines semaines ce projet et ses développements. Merci beaucoup, Lisa, en tout cas pour cette chronique. Et puis on lance ensemble justement la deuxième partie du talk. Et on continue justement à échanger à la fois avec Lisa et puis bien sûr avec notre invité aujourd'hui, Vigdis Maurice Herrera. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de cette plateforme Opal Care sur les enjeux justement de détection et puis de sensibilisation sur ces sujets de violences faites aux femmes et aux hommes. Et vous avez très justement soulevé ce sujet, Lisa. On rappelle juste pour commencer cette deuxième partie que sur votre site internet, on peut s'en échapper très rapidement sans qu'aucune trace de visite du site soit disponible dans l'historique de la personne qui a visité votre plateforme. Alors, effacer l'historique, c'est uniquement les sites internet gouvernementaux qui ont le droit de faire ça. Ah, d'accord. Nous, on ne peut pas. Par contre, on a en effet un petit bouton d'urgence qui nous ramène sur un site tiers. Au cas où la personne entre dans la pièce et voit la victime en train de répondre à ce questionnaire, eh bien, il faut qu'elle puisse quitter à minima la page et donc que l'écran visible ne soit plus celui-là. Et on explique comment supprimer l'historique après coup, mais on n'a pas le droit de faire ce genre de suppression d'historique. Bon, voilà. Ce qui est déjà pas mal, c'est effectivement de pouvoir s'échapper rapidement de la plateforme. C'est déjà très bien. On parlait en fin de première partie justement de ces sujets d'éducation, sur les sujets de violence sexuelle et sexiste, le rapport de domination qui peut exister au sein d'un couple et notamment dès le plus jeune âge. Vous nous parliez des 12 ans en fait, tous ces sujets commencent. On parlait aussi de cette grande cause du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous l'avez rencontré, Emmanuel Macron? Et s'il était là devant vous, qu'est-ce que vous lui diriez? Alors, je ne l'ai pas encore rencontré. J'aimerais bien lui parler de ce sujet, très clairement. Et qu'est-ce que je lui dirais? Je lui dirais que s'il a besoin de personnes de terrain pour adresser cette question qui est ô combien cruciale, et je pense aux violences sexuelles au sein du couple qui sont vraiment très largement sous-estimées, minorées et peu prises en considération, eh bien, il y a un vrai sujet là-dessus et je suis prête à l'aider. Quand j'entends qu'il y a des enjeux autour de la soumission chimique. Et c'est très bien, attention, je ne mets pas de barrière. Je dis que quelqu'un qui veut soumettre, il n'y a pas que ce moyen-là. On peut soumettre une personne de bien des manières et faire une classification entre ce qui est une grande cause, ce qui va être mis à l'étude et ce qui va être abandonné. Eh bien, c'est extrêmement délétère pour les victimes. On se sent mise de côté en fait complètement parce que ce qu'on a vécu est renié aux oubliettes et tout le monde le voit comme ça. Donc vous dites que la soumission elle peut aussi être psychologique notamment. Bien sûr, absolument. Et pas forcément en avant des produits à notre insu. C'est exactement ça et c'est très très important d'en parler parce que ça vient dire aux victimes que en fait c'est pas leur faute. C'est étudié, c'est scientifique en fait, ça s'appelle le contrôle coercitif, c'est doucement en train de rentrer dans la loi française. Donc le contrôle coercitif, ça répond à la question comment il s'y est pris pour que la personne elle ne parte pas. Là où l'emprise, on va souvent poser la question de pourquoi elle est restée. On vient inverser le rapport de responsabilité et vraiment ça c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier parce que ça concerne la plupart des personnes, comme je vous l'ai dit un petit peu avec les statistiques qu'on collecte sur Opal, qui sont à notre échelle, mais à mon avis bien plus conséquentes si je pouvais interroger tous les Français avec mon questionnaire. D'autant plus que ces violences, elles sont souvent exercées, et ça les études aussi le montrent, par des gens qu'on connaît, voire même qu'on apprécie, qui sont en tout cas dans notre cercle proche. Vous parlez du couple, mais il y a d'autres types de violences que vous abordez aussi, ce qui fait qu'il y a la honte, la culpabilité qui est derrière, et notamment auprès des jeunes, parce qu'on a du mal à en parler à nos parents, à nos proches, etc. Ça aussi, vous travaillez dessus pour qu'il y ait, d'une manière ou d'une autre, une libération de la parole? La libération de la parole viendra des tiers, parce que je suis maman, entre autres, d'un petit garçon, je suis fille d'un père, je suis sœur d'un frère, et je n'ose même pas imaginer
ce que serait ma réaction si on venait m'informer que ces hommes-là ont fait quelque chose d'innommable. Mais pourtant, comme vous le dites, ça vient de la proximité des gens dont on est proche. Et ça veut dire qu'il faut pouvoir accueillir la parole d'une victime, même si on connaît la personne, même si on l'apprécie, même si. Parce que une victime qui se livre, une victime qui ose parler, eh bien, et je parle enfant ou adulte, hein, mais ça concerne aussi les enfants, elle donne toute sa confiance. Et venir lui dire: ah oui, je te crois, non, mais dans l'absolu, je suis vachement pour la lutte contre les violences, etc. Mais pas lui, non, tu peux même faire croire que lui... ça étouffe, ça silencie, et les personnes qui agissent comme ça sont presque autant responsables que les agresseurs, parce que se livrer, ça demande énormément d'énergie, encore plus aux enfants. Et venir silencier, empêcher la parole, la bloquer sous prétexte que à nous, il nous a rien fait. Évidemment. Bien sûr. Voilà. Et il faut vraiment avoir ça en conscience et faire évoluer les mentalités là-dessus. Alors justement, comment on fait pour sensibiliser les jeunes à ce sujet, encourager de manière plus générale, presque une culture de bienveillance, de respect à l'école notamment. Il y a les cours d'empathie qui ont été lancés il y a quelques mois par Gabriel Attal, et il y a d'autres initiatives. Mais vous, si vous aviez, je ne sais pas, les clés du ministère de l'Éducation nationale, ce serait quoi votre première mesure ? Moi, je pense que tout ce qui va être information sur les violences sexistes et sexuelles, le consentement, en fait, tous les cours qu'on essaye de mettre en place, à chaque fois, on se heurte à beaucoup de choses. Moi, je l'ai vécu en tant qu'enseignante. J'ai entendu mes collègues raconter les levées de bâton qu'il y avait auprès de certains parents d'élèves. Et avec les réseaux sociaux, des histoires qui prenaient une ampleur colossale. Et de la désinformation. C'est extrêmement effrayant, alors que l'objectif de ces choses-là est uniquement de donner les moyens aux enfants, parce que c'est de ça dont il s'agit, de savoir ce qu'on a le droit de leur faire ou pas, ce qu'ils sont en devoir d'accepter ou non. Et je suis un peu tombée des nues en sachant les chiffres, c'est que moi, en fait, j'étais au collège quand c'est devenu obligatoire, les 3 séances, et j'en ai jamais eu. Oui. Les séances qui prévoient quand même 21 heures de cours dédiés à l'éducation sexuelle et à la vie affective, en réalité, seules 2,7 heures sont allouées à ce sujet dans l'éducation nationale. Il y a peut-être un petit sujet, mais d'abord, je vois que Lisa aimerait vous poser une question. Oui, on voit bien que de toute façon, au niveau de l'éducation nationale, effectivement, il y a une sorte de frein. Donc, est-ce que ça ne peut pas passer aussi par l'extérieur ? Et j'entends par la culture. Par exemple, moi, je me rends compte qu'aujourd'hui, sur des plateformes comme Netflix, on a des séries comme Sex Education, par exemple, qui abordent ces sujets-là et qui sensibilisent sur certains points. Alors, je ne dis pas que la série est parfaite, mais en tout cas, elle questionne sur certains points. Est-ce qu'il n'y a pas vocation, justement, à éduquer les jeunes, peut-être par le biais culturel, plutôt que d'attendre que l'école ou que les parents prennent en charge ces sujets-là ? Alors ça, j'en suis absolument convaincue. Il y a une journaliste qui a fait un excellent ouvrage qui s'appelle « Désirer la violence », justement. Elle a une trentaine d'années comme moi. Et elle explique tout ce que la pop culture a amené, parce qu'on parle beaucoup de la pornographie comme amenant vers les violences. C'est une évidence. Voilà, je ne pense pas qu'on va débattre là-dessus maintenant. Mais il n'y a pas que la pornographie, il y a tout ce qui va être cinéma, musique, etc. Des fois, quand on s'attarde sur les paroles des chansons, moi, ça me fout des frissons. Il y a des chanteurs actuels ou anciens, j'entends les paroles à la radio, j'ai le bide noué, je revis des scènes qui ont été violentes pour moi. Dans les films, c'est pareil. Et donc, dans ce livre, Chloé Thibault va venir explorer en fait tout ce qui va être film, série, etc., qu'on a pu regarder quand on était jeunes et qui nous ont amenés à croire que en fait la violence c'était quelque chose d'hyper sexy, qu'un type qui se comporte comme je change le mot que je voulais dire, est quelque chose de totalement sexy et attrayant. Enfin, il y a vraiment une éducation à faire là-dessus, et ça serait bien de montrer des types gentils à la télé, dans les films, dans les séries, parce qu'ils existent, ils sont là, et franchement, c'est eux que j'aimerais voir à la télé, quoi, des vrais gentils.
Et ça, rien que ça ferait du bien. La clé réside peut-être effectivement dans un changement culturel et puis d'éducation aussi. Merci en tout cas à toutes les deux. Merci Vigdis Maurice Herrera. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de cette plateforme, donc Opalcare, qui est disponible sur Internet. Merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Merci aussi à vous, Lisa, d'avoir été notre chroniqueuse aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis aussi. Et puis on se retrouve comme tous les jours de demain, toujours dans l'école du futur, toujours sur School TV. Et d'ici là, passez une très bonne journée.